Je m'appelle Marie, j'ai 67 ans, et je vais vous raconter le jour où j'ai décidé de ne plus jamais être invisible. Je suis arrivée chez Nicolas, mon fils unique, et Camille, ma belle-fille, un peu avant midi, comme nous l'avions prévu. Leur maison se trouve dans une résidence sécurisée à une quinzaine de minutes de la mienne, en banlieue de Lyon. Je tenais un petit pot de confiture de lait que j'avais préparé la veille et un bouquet de fleurs de mon jardin. C'était ma manière d'apporter un peu de moi dans ces déjeuners où je me sentais souvent de trop. Dès que j'ai franchi la porte, Camille m'a accueilli avec un sourire poli et rapide. Elle a pris le bouquet sans vraiment le regarder et a posé la confiture sur le plan de travail avant de me dire que le gratin dauphinois risquait d'attacher au fond du plat. Elle m'a demandé de vérifier cela et de commencer à mettre la table. Je n'étais pas surprise, car cette répartition des rôles était devenue une habitude. Pourtant, quelque chose en moi a légèrement résisté, comme un fil qui se tend. J'ai entendu ensuite la porte d'entrée s'ouvrir de nouveau. Claire, la mère de Camille, venait d'arriver. Camille s'est précipitée vers elle avec une énergie et une chaleur que je ne voyais jamais diriger vers moi. Elle l'a embrassée, lui a dit qu'elle était ravissante, puis lui a tendu une coupe de rosé bien frais en déclarant qu'elle avait gardé cette bouteille spécialement pour elle. J'ai observé la scène depuis la cuisine, une cuillère en bois à la main, et j'ai senti un léger serrement dans la poitrine. Claire s'est installée dans le salon où Nicolas lui a apporté un coussin supplémentaire. Le contraste était saisissant. Je ne demandais pas ce genre d'attention, je demandais seulement d'être reconnue comme une personne à part entière. Lorsque nous sommes passés à table, la différence de traitement est devenue encore plus flagrante. La place de Claire avait été soigneusement préparée à la meilleure extrémité de la table, avec une serviette en tissu pliée en éventail et un verre à pied étincelant. Ma place, comme toujours, se trouvait près de la cuisine, celle que l'on choisit pour quelqu'un qui doit se lever souvent. Pendant que Claire racontait son récent séjour en Italie et que Camille riait bruyamment, je me contentais d'écouter, en hochant la tête de temps à autre. Nicolas participait à la conversation, posait des questions, s'extasiait sur les anecdotes de sa belle-mère. Moi, je coupais discrètement le pain et servais l'eau quand la carafe se vidait. Plus le repas avançait, plus je me sentais reléguée dans un rôle invisible. Léa et Mathis, mes petits-enfants, sont venus me faire des câlins en arrivant à table, et c'est le seul moment où j'ai réellement senti que ma présence était attendue. Après le plat principal, Camille s'est levée pour aller chercher un entremets sophistiqué qu'elle avait commandé dans une pâtisserie réputée. Elle l'a posé devant Claire en lui disant que ce dessert était exactement dans son goût. Elle ne m'a pas demandé si je voulais une part plus petite, ni même si je souhaitais un café. Je suis restée silencieuse, comme toujours. Une fois le dessert terminé, j'ai commencé naturellement à empiler les assiettes, mais je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre. Camille s'est tournée vers moi, une main posée sur le dossier de la chaise de sa mère, et m'a dit d'une voix légère, presque distraite, que j'allais m'occuper de toute la vaisselle, parce qu'elle voulait montrer à Claire les aménagements récents de la terrasse. Nicolas a approuvé d'un signe de tête et les a suivis dehors. J'ai regardé la table. Il y avait des assiettes empilées, des verres à pied encore tachés de vin, des restes de gratin collés sur les plats, et des couverts éparpillés. J'ai ressenti une chaleur étrange monter dans ma gorge. Pendant des années, j'avais accepté cela. Pendant des années, j'avais pensé que me rendre utile était une manière de maintenir la paix. Je me suis soudain demandé pourquoi je faisais cela. Pourquoi moi, à 67 ans, j'étais encore celle que l'on envoyait à la cuisine comme si ma seule valeur reposait sur ma capacité à nettoyer. Je suis restée immobile quelques secondes, les mains posées sur le bord de la table, et j'ai senti quelque chose se fissurer. Je n'étais pas triste. Je n'étais pas en colère, j'étais lucide. J'ai pris mon sac que j'avais laissé près du buffet. Je me suis dirigée vers la porte de service, celle qui donnait directement sur le jardin. De la terrasse, j'entendais les trois discuter autour d'un verre de vin que je n'avais jamais goûté. Personne n'a remarqué que je partais. Personne n'a appelé mon prénom. J'ai franchi la petite allée en gravier et j'ai rejoint ma voiture. Sur le trajet du retour, j'ai senti que quelque chose en moi changeait de forme, comme si une pièce de mon existence que je pensais immuable venait brusquement de se détacher. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je savais que rien ne serait plus comme avant. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez.
Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Quand je suis rentrée chez moi ce dimanche après-midi, j'ai posé mon sac sur la petite table de l'entrée et je me suis dirigée presque instinctivement vers le fauteuil que Georges occupait toujours. Mon mari était parti il y a 3 ans, emporté par une maladie foudroyante, mais ce fauteuil portait encore son empreinte, comme si son absence n'avait jamais vraiment réussi à en chasser la présence. Je me suis assise lentement, les mains posées sur mes genoux, et j'ai senti le silence de la maison m'envelopper. C'était un silence lourd, mais aussi un silence révélateur. Il ne cherchait pas à me consoler. Il me laissait réfléchir. J'ai fermé les yeux un instant, et les souvenirs ont commencé à défiler. 5 années entières de petits abus voilés, tellement discrets que je les avais souvent justifiés, minimisés ou ignorés pour éviter de faire des vagues. La fête des mères, par exemple. Je m'en souvenais comme si c'était hier. Camille avait organisé un grand déjeuner et m'avait demandé d'arriver tôt pour l'aider à préparer le repas. J'avais passé toute la matinée à éplucher des pommes de terre, couper des herbes fraîches, assaisonner la viande, mettre la table avec soin. Quand les invités étaient arrivés, Camille est apparue avec une robe élégante et un sourire fier, recevant compliments et louanges pour un repas que j'avais presque entièrement préparé. Je me souviens avoir souri poliment, assise discrètement au bout de la table, en buvant un verre d'eau tiède. Puis il y avait eu ce réveillon de Noël où j'avais couru derrière Mathis et Léa pendant que les adultes discutaient tranquillement au salon. Je les adorais, ces enfants, mais j'avais terminé la soirée si épuisée que je n'avais presque pas profité du repas. Camille avait annoncé que j'étais formidable avec les enfants, et les autres avaient hoché la tête, comme si ce rôle me convenait naturellement. Personne ne m'avait demandé si je voulais participer aux conversations, si j'avais envie de simplement m'asseoir un moment et savourer la fête. J'avançais dans ce rôle sans réfléchir, comme si cela m'était destiné. Les visites chez Nicolas et Camille suivaient toujours le même schéma. J'arrivais en avance, pensant aider, pensant être utile, pensant contribuer à la bonne ambiance familiale. Je finissais par repartir épuisée, avec l'impression étrange d'avoir travaillé sans recevoir ni salaire ni reconnaissance. Je me disais que c'était normal, que c'était cela être une mère dévouée, une belle-mère compréhensive, une grand-mère aimante. Mais ce jour-là, en me revoyant partir de chez eux par la porte de service, j'ai compris que cette normalité n'était qu'une construction fragile que je avais acceptée trop longtemps. Il était presque 18 heures lorsque le téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran sans empressement. C'était Nicolas. J'ai ressenti une pointe d'ironie en voyant l'heure. Ils avaient mis des heures avant de réaliser mon absence. Comme si ma place naturelle était dans leur cuisine et que toute disparition en dehors de cet espace passait inaperçue. J'ai décroché. Sa voix semblait sincèrement étonnée. Il me demandait où j'étais passée, pourquoi j'étais partie sans prévenir, si j'étais malade. Ces paroles me frappaient non par leur contenu, mais par leur temporalité. S'ils avaient été vraiment préoccupés, ils auraient remarqué ma disparition bien plus tôt. J'ai répondu calmement que j'étais rentrée, que j'étais fatiguée. J'ai entendu un soupir de soulagement, suivi de quelques phrases maladroites. Puis il a raccroché sans chercher à comprendre davantage. Quand le silence est revenu, j'ai senti quelque chose en moi s'aligner, comme si une pièce invisible venait de se mettre en place dans un puzzle que je refusais de regarder depuis trop longtemps. J'ai compris que Nicolas s'était lui aussi habitué à cette dynamique. Il ne m'imaginait plus autrement que comme un soutien permanent, une présence pratique, une aide silencieuse. Il n'était pas malveillant. Il était simplement installé dans une facilité confortable. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de révolte non plus. J'ai ressenti une lucidité nouvelle. Une lucidité paisible, mais ferme. J'avais passé des années à modeler mes journées autour des besoins de leur famille, à organiser mes horaires pour aller chercher les enfants à l'école, à appeler régulièrement pour savoir s'ils avaient besoin de quelque chose, à me proposer pour les week-ends, pour les repas, pour les urgences. J'avais construit ma vie autour de leur rythme, sans jamais m'interroger sur ce que je voulais réellement. Le lendemain matin, je me suis levée avant le lever du soleil, comme toujours. J'ai préparé mon café et je l'ai bu près de la fenêtre, observant la lumière grise qui s'installait doucement sur mon jardin. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ma journée m'appartenait. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message.
Je n'ai pas cherché à savoir si Camille avait besoin de moi ou si Nicolas comptait sur mon aide. J'ai décidé, dans un silence total, de ne plus organiser ma vie autour des besoins de leur foyer. Je ne savais pas encore ce que cela changerait, mais je sentais avec une clarté presque nouvelle que c'était la première pièce d'un puzzle qui se mettait enfin en place. Le lundi matin, je me suis réveillée avec une légèreté étrange, comme si j'avais posé un sac trop lourd sur le bas-côté de la route. Le téléphone a commencé à sonner avant 9 heures. J'ai vu le nom de Nicolas apparaître, puis celui de Camille quelques minutes plus tard. J'ai laissé sonner sans répondre. Je ne ressentais ni culpabilité ni malaise, seulement une curiosité nouvelle. Que se passerait-il si, pour une fois, je n'étais pas disponible à la minute près? J'ai arrosé mes plantes, pris le temps de nettoyer quelques feuilles sèches, puis je me suis installée dans mon fauteuil avec un livre. J'ai regardé ma série préférée sans qu'aucune interruption ne vienne briser le fil de l'histoire. C'était une sensation presque insolente. Vers 11 heures, j'ai entendu frapper à la porte. Je savais déjà qui c'était. Quand j'ai ouvert, j'ai vu Nicolas sur le seuil, les épaules légèrement affaissées, un air perplexe au visage. Il est entré sans attendre et s'est assis à la table de la cuisine, comme il le faisait lorsqu'il était adolescent. Il m'a dit que Camille avait une urgence au travail et qu'elle comptait sur moi pour aller chercher Mathis et Léa à l'école. Sa voix avait ce ton automatique, celui de quelqu'un qui pense que cela va de soi. Je me suis assise en face de lui et j'ai posé mes mains à plat sur la table. Je lui ai demandé calmement quand il avait pris la dernière fois sa voiture pour venir me voir simplement pour passer du temps avec moi. Pas pour me confier une tâche, pas pour me demander un service, juste pour me voir. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a fouillé dans ses souvenirs, mais rien ne venait. Son silence m'a frappé bien plus fort que les mots. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas reproché. J'ai simplement laissé ce silence remplir la pièce. Après quelques minutes, il s'est levé, un peu honteux, et il est parti. Il ne savait pas quoi faire de cette nouvelle version de moi, celle qui posait des questions simples mais profondes. L'après-midi, j'ai vu Hélène arriver par le petit portillon du jardin. Hélène est ma voisine et mon amie la plus proche depuis plus de 20 ans. Elle connaissait Georges, elle m'avait soutenue après sa mort, et elle était l'une des rares personnes à qui je pouvais parler sans filtre. Elle avait ce pas mesuré qui trahissait une hésitation. Je lui ai proposé un thé et nous nous sommes installés sur la terrasse. Après quelques banalités, elle a inspiré profondément avant de me raconter ce qu'elle avait vu la veille en revenant du marché. Elle avait aperçu Camille devant la résidence, discutant avec 2 voisines. Hélène connaissait l'une d'elles et c'est ce qui l'a poussée à tendre l'oreille. Les mots de Camille étaient durs. Elle disait « j'étais envahissante », que je n'avais aucune activité personnelle, que je me mêlais trop de leur vie et qu'ils essayaient de m'éduquer à devenir plus indépendante. Ce mot « éduquer » m'a transpercée. J'ai senti mes doigts se crisper autour de ma tasse chaude. J'avais du mal à croire que Camille parlait ainsi de moi alors que j'avais passé des années à l'aider sans jamais rien exiger en retour. Je me suis sentie trahie. Non pas par la critique elle-même, mais par l'injustice flagrante de cette version de moi qu'elle livrait aux autres. Une version où j'étais un problème à gérer, et non une femme qui avait consacré sa vie à sa famille. Hélène a posé doucement sa main sur la mienne. Elle m'a dit qu'elle me connaissait depuis 20 ans, qu'elle savait qui j'étais réellement. Ces mots m'ont apporté une douceur inattendue, mais ils n'ont pas effacé la brûlure. Ce soir-là, en arrosant encore une fois mes rosiers, j'ai compris que la liste des choses à digérer commençait à s'allonger. Ce que Camille pensait réellement de moi, la manière dont Nicolas ne voyait pas ma fatigue, le rôle que j'occupais malgré moi. J'avais passé des années à croire que leur famille et moi ne faisions qu'un. Ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais à leurs yeux un outil pratique. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire un test, un geste simple. J'ai appelé Nicolas et je lui ai demandé si je pouvais passer voir les enfants après l'école. Sa réponse a été hésitante. Il m'a dit que ce n'était peut-être pas le meilleur jour, que Camille avait mal dormi, qu'il fallait voir comment se déroulerait l'après-midi. « On verra ». J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai insisté un peu, demandant si je pouvais venir le week-end. Il a répondu qu'ils avaient prévu de sortir, peut-être au centre commercial, et qu'il faudrait
organiser cela. 3 mots sont restés dans mon esprit. On verra, organiser, pas maintenant. J'ai compris alors que je n'étais pas réellement invitée dans leur vie. J'étais seulement tolérée lorsque j'étais utile. Dès que je voulais partager un moment sans rendre service, ma présence devenait un obstacle à contourner. Cette prise de conscience m'a fait mal, mais c'était une douleur qui ouvrait les yeux. Une douleur qui arrache le masque, non pas celui des autres, mais celui que j'avais posé moi-même pour ne pas voir la vérité. Ce jour-là, en refermant mon téléphone, j'ai su que je venais de franchir une frontière invisible, une frontière dont je ne reviendrai plus en arrière. 2 jours après cette conversation éprouvante avec Hélène, j'ai décidé d'aller marcher au parc municipal, celui où j'allais souvent autrefois avec Georges lorsque nous voulions simplement respirer un peu. Je me suis assise sur un banc, près d'un grand chêne qui offrait une ombre généreuse. Autour de moi, des familles défilaient, des enfants couraient, des poussettes avançaient en cadence, et j'ai observé sans effort les petites scènes de tendresse qui se jouaient devant moi. J'ai vu une belle-mère rire avec sa belle-fille, un grand-père tenir la main d'un petit garçon qui lui racontait une histoire beaucoup trop longue, une grand-mère se faire offrir un café par son gendre. Des gestes simples, mais profondément respectueux. Rien d'extraordinaire. Pourtant, c'était tout ce qui m'avait manqué depuis des années. J'ai senti un poids se déposer doucement sur mon cœur. Je ne demandais pas de privilèges. Je demandais seulement d'être considérée. Ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas été exclue par malchance ou par un malentendu. J'avais été exclue parce que j'avais accepté de l'être. J'avais approuvé par mon silence ce rôle de femme de l'ombre, toujours prête, toujours disponible, jamais invitée à s'asseoir. Et si moi-même je ne me défendais pas, comment aurais-je pu espérer que d'autres le fassent à ma place? Cette lucidité m'a accompagnée jusqu'à la maison et m'a suivie les jours suivants, comme une présence discrète mais ferme. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, j'ai entendu ma porte d'entrée s'ouvrir doucement. C'était Nicolas. Il avait cette expression que je connaissais bien, un mélange de fatigue, de doute et d'une inquiétude qu'il tentait de masquer. Il m'a salué, a retiré sa veste, puis s'est assis sans que j'aie besoin de lui proposer quoi que ce soit. Nous nous sommes retrouvés face à face dans ma petite cuisine, comme autrefois, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus moi qui attendais ces mots, c'était lui qui attendait les miens. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à parler, sans hausser la voix, sans colère, mais avec une clarté que je ne me connaissais pas. Je lui ai expliqué que je n'étais pas l'employé de sa famille, que ce rôle que j'avais endossé pendant des années n'était pas le mien. Je lui ai décrit ce que j'avais ressenti dimanche, lorsque Camille m'avait envoyé à la cuisine pendant qu'elle servait du vin à sa mère. Je lui ai dit que ce n'était pas un incident isolé, mais le reflet d'un schéma bien ancré. J'ai mentionné les fêtes, où j'avais tout préparé pendant que d'autres recevaient les compliments, les soirées où j'avais gardé les enfants pendant que les adultes profitaient du repas, les jours où j'étais devenue leur solution de secours pour chaque urgence. Nicolas, d'abord, a réagi comme je m'y attendais. Il a défendu Camille, il a minimisé, il a cherché des explications pratiques, comme si j'avais mal interprété, comme si les faits pouvaient être réarrangés. Mais peu à peu, sous le poids des exemples concrets que je lui donnais, j'ai vu son visage changer. Il se souvenait, il revoyait. La fois où il m'avait trouvé en train de nettoyer la cuisine pendant que tout le monde prenait l'apéritif. La fois où Camille m'avait demandé de venir plus tôt pour donner un coup de main, puis m'avait laissé faire tout le travail. Les nombreux week-ends où j'avais gardé les enfants sans qu'on me demande si j'étais fatiguée ou occupée. À mesure que ses souvenirs refaisaient surface, son expression se transformait, passant de l'agacement à une sorte de honte silencieuse. J'ai parlé de Georges alors, de la manière dont il me protégeait, de la façon dont il n'aurait jamais laissé cela se produire. J'ai dit à Nicolas que je ne souhaitais pas qu'il choisisse entre sa femme et sa mère. Je ne voulais pas de guerre, ni de conflit interminable. Je voulais qu'il soit l'homme que Georges avait tenté de façonner en lui. Un homme capable de protéger sa famille entière, non pas en se sacrifiant, mais en posant des limites justes. Je lui ai dit que j'avais besoin d'être respectée par sa femme autant que par lui, que je ne pouvais plus accepter d'être reléguée à la cuisine pendant que d'autres savouraient le confort de mon silence. Je lui ai demandé s'il comprenait que le respect n'était pas un luxe, mais une base que je n'avais jamais exigée et que j'exigeais désormais.
Nicolas a passé ses mains sur son visage, longuement. Puis il a murmuré qu'il avait échoué. Pas seulement une fois, mais pendant des années. Il a reconnu que la facilité l'avait aveuglé, que mon silence avait rendu les choses encore plus simples pour lui. Il ne savait pas comment réparer cela, mais il a juré qu'il le ferait. Il semblait sincère, mais encore perdu, comme un homme qui vient de réaliser qu'il marchait depuis des années dans la mauvaise direction. Je n'ai pas cherché à le consoler. Je n'ai pas minimisé sa responsabilité. Je l'ai simplement regardé avec une douceur ferme et je lui ai dit que réparer n'était pas une question de gestes spectaculaires, mais de constance. Que la première étape était de voir, vraiment voir, ce qu'il n'avait pas voulu regarder pendant trop longtemps. Ce soir-là, lorsque Nicolas est parti, j'ai refermé la porte avec une sensation nouvelle. Je venais enfin de dire la vérité à mon fils. Et cette vérité avait ouvert un espace où quelque chose pouvait enfin commencer à changer. Le week-end suivant, un silence presque tangible s'est installé autour de moi. Personne n'a sonné, personne n'a appelé, personne n'a demandé un service de dernière minute. Ce silence aurait pu m'angoisser autrefois, car j'avais pris l'habitude de remplir mon temps avec les besoins des autres. Mais ce samedi-là, j'ai senti une liberté étrange, comme un espace qui s'ouvrait enfin pour moi. Je me suis rendu au club de lecture de la bibliothèque municipale, où les discussions étaient chaleureuses et simples. J'ai marché au parc, lentement, en respirant profondément l'air frais. J'ai même accepté l'invitation d'Hélène à rejoindre son groupe de loisirs à la paroisse, où nous avons parlé de couture et de voyages imaginaires. Ce week-end avait un goût différent, presque neuf. Puis, un mardi en fin de matinée, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai vu Camille sur le seuil. Elle était impeccablement habillée, comme toujours, mais son expression trahissait une agitation intérieure. Elle a demandé si nous pouvions parler. Je me suis écarté pour la laisser entrer, sans aucune chaleur, mais sans hostilité non plus. Nous nous sommes installés dans mon salon, et elle a commencé une longue tirade où elle tentait de minimiser les choses. Elle parlait de malentendus, de fatigue, de mauvaises interprétations de ma part. Elle disait que j'étais devenue dramatique, que je me faisais des idées depuis quelque temps, que j'avais toujours été incluse dans leur famille, que je me trompais en pensant le contraire. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai écoutée avec une patience polie, presque froide. Lorsqu'elle a terminé, j'ai posé ma tasse sur la table basse et j'ai répondu, d'une voix calme, presque trop calme. J'ai rappelé des faits, un par un, sans colère, mais avec une précision incontestable. Le vin pour Claire, la coupe bien servie alors que moi, j'étais envoyée à la cuisine. La vaisselle que je devais faire seule pendant que vous profitiez de la terrasse. Les heures passées en cuisine lors de la fête des mères, sans un seul remerciement réel. Les critiques que vous avez faites devant les voisines, critiques que l'on m'a rapportées et que vous ne pouvez pas nier. J'ai vu Camille se raidir. Elle n'avait pas prévu autant de clarté. Elle a tenté un dernier argument. Elle a dit que depuis la mort de Georges, j'étais plus fragile, que j'interprétais mal certaines attitudes, que cela expliquait pourquoi je voyais des blessures là où il n'y en avait pas. Ce fut le mot de trop. Georges. Sa mémoire utilisée comme un outil, comme un levier pour me faire douter de moi-même. J'ai ressenti une montée de chaleur, non pas de colère, mais de dignité. Je me suis levée et j'ai demandé à Camille de quitter ma maison. Je n'ai pas crié, je n'ai pas tremblé. Je lui ai simplement dit de partir. Elle est restée figée quelques secondes, incapable de comprendre que, pour la première fois, je posais une limite nette. Puis, elle a pris son sac et elle est sortie en silence, le visage fermé. 1 heure plus tard, Nicolas m'a appelé. Sa voix était tendue, presque brisée. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Camille, en larmes, lui avait dit que je l'avais mise dehors. J'ai raconté la scène exactement comme elle s'était produite. Pas de détails enjolivés, pas de dramatisation. Je lui ai expliqué que je n'accepterais plus aucune manipulation, que personne n'utiliserait plus la mort de Georges pour m'affaiblir, que le respect n'était pas négociable. Nicolas est resté silencieux pendant un long moment. J'ai entendu son souffle trembler, puis il a admis qu'il ne savait plus comment gérer la situation. Je lui ai répondu que ce n'était pas à moi de gérer quoi que ce soit. C'était à lui et à Camille de comprendre que les limites que je posais n'étaient pas des attaques, mais des actes de survie.
Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un calme presque irréel. Aucun appel, aucune demande, aucune visite imprévue. Autrefois, ce vide m'aurait blessé. Mais cette fois, il m'a offert un espace dans lequel j'ai commencé à me redécouvrir. Je suis allée régulièrement à la bibliothèque. J'ai pris plaisir à lire durant des heures. J'ai exploré de nouveaux sentiers de marche autour de la ville. J'ai appris quelques points de broderie avec Hélène et j'ai retrouvé un plaisir simple à créer quelque chose de mes mains. J'ai rangé des tiroirs que je n'avais pas ouverts depuis des années. J'ai redécoré un coin du salon. J'ai préparé des repas pour moi seule, non pas par obligation, mais par plaisir. J'ai senti une nouvelle identité se dessiner, doucement. Je n'étais plus seulement la belle-mère disponible, la grand-mère automatique, la femme que l'on appelle en urgence pour tout et pour rien. J'étais Marie, une femme qui, à 67 ans, apprenait enfin à occuper sa propre place. Une femme qui ne voulait plus être définie par ce qu'elle offrait, mais par ce qu'elle était. Cette prise de conscience n'effaçait pas la douleur des révélations, mais elle ouvrait un avenir différent. Pour la première fois, je me suis demandé non pas ce que ma famille attendait de moi, mais ce que j'attendais de ma propre vie. Et cette question m'a donné une force nouvelle, une force tranquille mais indestructible. Un après-midi lumineux, alors que je taillais quelques branches de mon rosier préféré, j'ai entendu des voix familières derrière le portail. J'ai levé la tête et j'ai vu Mathis et Léa courir vers moi, les bras grands ouverts. Ils riaient, et leurs visages étaient illuminés de cette joie pure que seuls les enfants savent offrir sans réserve. Derrière eux, Nicolas avançait lentement. Il semblait fatigué, mais son regard portait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, peut-être depuis sa jeunesse. Une sincérité nue. Les enfants se sont accrochés à moi en me répétant qu'ils avaient tout manqué mes histoires, mes gâteaux, mes fleurs du jardin. Je les ai serrés contre moi avec une tendresse presque douloureuse. Quand ils se sont mis à jouer dans le jardin, Nicolas est resté debout près de moi, les mains dans les poches. Il a cherché ses mots avant de réussir à parler. Il m'a dit qu'il avait enfin compris l'étendue de tout ce que je faisais pour eux, non pas en le voyant, mais en cessant de le voir. Lorsque j'ai arrêté d'être disponible pour chaque demande, chaque urgence, chaque désorganisation, il avait réalisé que ma présence était devenue pour eux un automatisme, et non un cadeau. Il m'a raconté qu'il avait eu une longue conversation avec Camille. Il lui avait expliqué ce qui s'était passé, sans détour. Il lui avait dit qu'elle avait franchi des limites, qu'elle m'avait traité comme une employée alors que j'étais sa belle-mère, que j'étais la mère de son mari et la grand-mère de leurs enfants. Il lui avait dit que le respect envers moi n'était pas une faveur, mais une obligation morale. Il avait énoncé clairement des règles nouvelles. Chez eux, je serais une invitée et non une aide domestique. Aucune tâche ne me serait imposée. Aucun commentaire blessant ne serait toléré. Il s'était tenu droit, pour la première fois depuis des années, en affirmant que le respect de sa mère ne serait jamais négociable. J'ai écouté Nicolas avec une émotion discrète. Je voyais la sincérité dans ses yeux. Je voyais surtout qu'il essayait vraiment de réparer ce qui avait été abîmé. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas complet, mais c'était un mouvement dans la bonne direction. Quand ils sont repartis, les enfants me faisant signe par la fenêtre arrière de la voiture, j'ai senti quelque chose céder en moi. Non pas une faiblesse, mais un apaisement. Quelques jours plus tard, on a frappé à ma porte. En ouvrant, j'ai trouvé Camille. Elle se tenait légèrement en retrait, les épaules basses, sans maquillage, les traits plus doux que d'habitude. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. Je l'ai laissée entrer sans rien dire. Nous nous sommes assises dans le salon, et pendant quelques secondes, le silence a été presque pesant. Puis elle a parlé. Cette fois, sa voix n'était pas défensive. Elle m'a présenté ses excuses, sans chercher à se justifier. Elle a admis qu'elle m'avait utilisée parce que c'était facile, parce que je ne disais jamais non. Elle a dit que mon rapport avec Nicolas la rendait parfois jalouse, qu'elle avait peur de ne pas être assez présente, assez compétente, et qu'elle avait compensé en me reléguant à un rôle où je ne pouvais pas lui faire de l'ombre. Ces aveux ne m'ont pas immédiatement attendrie, mais ils étaient honnêtes. Et l'honnêteté est une base solide, même fragile. Nous avons parlé longuement. Je lui ai expliqué mes limites, mes blessures, mes attentes. Je lui ai dit que je n'accepterais jamais plus de critiques dans mon dos,
qu'elle n'avait pas le droit de redessiner mon image pour protéger son propre confort. Je lui ai dit que je pouvais être belle-mère, grand-mère, alliée, mais jamais servante. Camille a acquiescé, parfois avec difficulté. Pourtant, elle ne s'est pas dérobée. Elle a promis de faire autrement, et j'ai promis de rester ouverte, tant que le respect resterait au centre. 3 mois ont passé. Un nouveau déjeuner familial a été organisé, cette fois avec une atmosphère totalement différente. Lorsque je suis arrivée, Camille m'a accueillie avec un bouquet de petites roses blanches. Nicolas m'a pris la main et m'a installée à une place confortable, loin de la cuisine, près de la fenêtre. Mathis et Léa m'ont entouré, bavards et heureux. J'ai goûté un très bon vin que Camille avait choisi en disant « Celui-ci, Marie, je voulais vraiment que vous le découvriez. » J'ai ri, parlé, partagé, et lorsque je me suis levée par réflexe pour débarrasser un plat, Camille s'est tournée vers moi et m'a dit d'une voix douce, mais ferme, « Non, Marie, vous êtes notre invitée. » J'ai remarqué qu'elle avait adopté le vouvoiement, un geste que j'ai interprété comme une marque de respect nouvelle, une manière de reconnaître que notre relation avait changé. Cette phrase, simple et sans prétention, a résonné en moi comme une victoire silencieuse. Pas une victoire contre quelqu'un, mais une victoire pour moi, pour ma dignité retrouvée, pour ma place enfin reconnue. Aujourd'hui, je sais que la force que j'ai découverte à 67 ans n'est pas une force bruyante. C'est une force tranquille, celle qui vient lorsque l'on pose des limites claires, lorsque l'on se respecte assez pour apprendre aux autres à en faire autant. Le respect a transformé notre famille. Il a éclairé Nicolas, il a assagi Camille, il a apaisé mon cœur. Je ne suis plus l'ombre qui circule entre la cuisine et la salle à manger. Je suis une femme, une mère, une grand-mère, et je suis enfin vue comme telle. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.